Dans la dernière vidéo, je vous ai introduit donc ce qu'on appelait la mécanique des matrices, qui a été la première forme de mécanique quantique qui a permis de calculer des spectres de fréquences. Quand Heisenberg a fait sa théorie matricielle, dans un article de 1925, il démontrait qu'il pouvait recalculer de façon a priori toutes les raies d'émission de l'atome d'hydrogène, quelle qu'elle soit, à toute fréquence, il était capable, par un outil mathématique, un raisonnement purement mathématique, c'est-à-dire une loi physique, de retrouver ces spectres de fréquences qu'on connaissait très bien, puisque tous ces spectres de fréquences avaient été mesurés expérimentalement au XIXe siècle. Ils avaient été expliqués par Niels Bohr au début du XXe, mais Bohr avait utilisé des raisonnements foireux sur le plan mathématique, c'est-à-dire qu'en fait, il avait introduit le résultat dans son raisonnement. Et ça, on ne fait pas ça en physique. Enfin, du moins, on peut le faire parce que à l'époque de Bohr, c'était la seule possibilité, mais on cherche évidemment un raisonnement mathématique qui donne le résultat sans qu'on mette le résultat dans le truc. Alors, c'est ça qui va déclencher donc vraiment une renaissance de la physique, cette mécanique des matrices. D'une part, parce qu'on peut pour la première fois calculer, montrer qu'un atome n'est pas une matière, mais un spectre de fréquences, donc un ensemble de vibrations, ça c'est clair. Et puis surtout, qu'on va résoudre des tas de problèmes, en particulier ceux qu'on avait vus du 19e siècle, c'est-à-dire que les atomes vont pouvoir exister, les capacités calorifiques vont se remettre dans le bon ordre, et on va avoir un spectre du corps noir qui est tout à fait justifié, parce que là encore, quand on voit comment Max Planck avait dérivé sa loi du corps noir, ben c'était un bidouillage mathématique. Il y avait Maxwell qui lui donnait la solution à basse fréquence, il y avait l'expérience qui lui donnait la solution à haute fréquence, parce que Maxwell à haute fréquence, ça disjonctait, comme on l'a vu, et Planck va pifométrer la fonction mathématique pour prouver comment il faut faire. Mais ça, encore une fois, c'est du bidouillage, c'est pas de la science. Voilà, alors, il y a un personnage qui va, lui, se dire non, c'est pas possible. La mécanique des matrices transcendantales infinies, c'est pas pour moi. Ce monsieur, il n'est pas très jeune, alors Heisenberg est très jeune, il a 24 ans quand il fait sa mécanique des matrices. Schrödinger, qui va détester cette théorie des mécaniques des matrices, et il va prendre le parti que quand même la nature doit être un petit peu plus simple que ça. Et il va chercher ce qu'il peut faire. Donc il va partir de l'idée de Louis de Broglie, en fait. Il va partir de Louis de Broglie, c'est-à-dire qu'à toute matière, je peux associer une onde. Et là, il s'est dit, à ce moment-là, pourquoi pas? On sait que la matière obéit à ce qu'on appelle une équation d'onde, c'est l'équation de Laplace. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas bidouiller l'équation de Laplace pour trouver une équation de ces ondes de matière? Parce que la physique des ondes est très bien connue, on la connaît au XIXe siècle. D'ailleurs, vous voyez que Schrödinger, il est né en 1887, donc il est déjà un petit peu mûr sur le plan scientifique. C'est un très bon physicien, il connaît très bien la théorie des ondes. Il est passionné de botanique. Heisenberg, lui, était passionné de musique. Heisenberg, quand il a voulu marier sa femme, il lui a joué une symphonie au piano pour la séduire. Bon, Schrödinger, lui, il ne jouait pas de symphonie. Il mettait les femmes dans son lit, et puis après, dès qu'elles étaient enceintes, il les laissait tomber. Bref, ça c'est la petite histoire, que les personnages scientifiques ont une histoire, ce n'est pas simplement des êtres dématérialisés. Alors vous l'avez ici, cette équation, je vous l'ai écrite parce que pour ceux qui connaissent, c'est une équation d'onde en fait. La seule différence par rapport à une équation telle qu'on l'écrirait pour la propagation de la lumière, c'est que vous voyez, elle fait intervenir le petit i. C'est-à-dire que la fonction d'onde est un nombre complexe et non pas un nombre réel, comme je l'ai expliqué dans les vidéos d'introduction à la physique quantique. Donc il faut utiliser absolument, en physique quantique, les nombres complexes sont indispensables. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans les vidéos introductives que si on prend un nombre complexe est une flèche qui a une direction dans un plan, et que si je fais tourner cette flèche à une vitesse de rotation constante, je génère une onde. Donc travailler avec des complexes vous met les ondes d'office dans le jeu, ce qui est exactement ce qu'on a vu, ce que confirme l'expérience que la matière se comporte bien comme une onde. Donc il part de l'idée de Louis de Broglie, et puis Louis de Broglie n'avait pas imaginé ça. Lui, il y arrive, bon évidemment, il va avoir un prix Nobel.
Et on va donc avec il va appeler ça la mécanique ondulatoire. Vous voyez, il l'a créé un an après celle des matrices. Et puis il va dire que c'est quand même beaucoup mieux. Alors par contre, voilà ce qu'il dit en conclusion de son travail. Le monde est une construction de nos sensations, perceptions et mémoires. Il est pratique de le considérer comme existant en propre de manière objective, mais il est certain qu'il ne devient pas manifesté de par sa simple existence. Bref, en fait, c'est un langage un peu alambiqué, mais en gros, le monde n'existe pas. Il existe parce que vous êtes là. C'est ce que dit Schrödinger dans cette chose-là. C'est-à-dire que la mécanique ondulatoire, comme la mécanique des matrices, ne résout pas le problème, ne remet pas la matière comme étant quelque chose qui existe, mais la renvoie au rang des idées, qui sont certes intéressantes, mais qui ne sont pas fondamentales. L'autre chose que qui va bien montrer la fonction d'onde, c'est que la réalité n'est pas unaire, elle n'est pas binaire, elle est à multivaleur, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois une onde, une particule, c'est l'appareil de mesure, l'observateur, qui décide. Alors là aussi, une petite image qui vous montre comment, là je vous avais pris la jeune fille et la vieille femme pour montrer qu'on pouvait être deux choses contradictoires. Ici, c'est une autre image. Vous avez par exemple comment être un cercle et un carré. La solution à deux dimensions n'est pas possible. Ou vous êtes un carré ou vous êtes un cercle. Mais si vous pensez à une troisième dimension, c'est-à-dire si vous dites ce que je vois n'est qu'une projection de quelque chose qui est avec une dimension de plus, eh bien un cylindre par exemple, une chose à trois dimensions peut bien apparaître en deux dimensions, soit comme un carré, soit comme un cercle, suivant l'angle d'observation. C'est encore une fois, c'est l'observateur qui définit ce qu'on voit, ce qu'on observe. La chose qui donne naissance à ces projections est inaccessible. Elle est située dans une autre dimension que nous n'avons pas accès. Alors ça, lorsqu'on regardera les ondes d'échelle, on utilisera cette idée que quand on veut comprendre quelque chose et qu'on a des problèmes, eh bien il faut rajouter une dimension. Et à ce moment-là, des choses qui paraissaient incroyables ou pas possibles à n-1 dimension vont devenir tout à fait normales et naturelles à une dimension. Alors, on va conclure ceci, donc, moi j'aime bien ça parce que Heisenberg et Schrödinger, ce sont des frères ennemis en fait. Et je ne voudrais pas que vous croyiez que les scientifiques sont des êtres tendres et naïfs. Ce sont des êtres humains. Alors regardez ce que dit Schrödinger de sa théorie. Ma théorie, donc la mécanique ondulatoire, fut inspirée par Louis de Broglie. Bon, pas moindre des choses. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, tout le monde a oublié que c'est Louis de Broglie qui a fait la mécanique ondulatoire. Mais bon, c'est pas grave. Ainsi que par des remarques courtes et incomplètes d'Albert Einstein. Alors là, Einstein, il s'en prend un petit peu dans la courte et incomplète. Aucune relation génétique ne peut être trouvée entre Heisenberg et moi. Donc, c'est clair, moi, M. Heisenberg, je ne veux pas entendre parler. Je connais sa théorie, bien sûr, mais je suis complètement découragé, pour ne pas dire révulsé, par les méthodes de l'algèbre transcendantale qui m'apparaissent très difficiles à visualiser. Bref, la théorie de Schrödinger, c'est de la merde. La mienne est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus, comme il disait, visualisable. Parce que c'est des ondes, c'est des équations d'ondes qu'on connaît depuis le 19e siècle. Alors évidemment, Schrödinger a dit ça. Alors Heisenberg ne doit pas répondre à Schrödinger parce qu'il est jeune, Heisenberg. En 1926, il ne peut pas critiquer Schrödinger, qui est quelqu'un de beaucoup plus âgé. Donc il va aller écrire une lettre à Wolfgang Pauli, qui se surnommait en toute humilité la colère de Dieu. C'était son surnom. Il s'est dit, moi je suis la colère de Dieu, c'est-à-dire que si vous avez un problème en physique, vous venez me voir et puis je vous dirai ce qu'il faut faire. Voilà, bon. L'ego des physiciens, des fois, c'est un petit peu particulier. Et puis voilà ce que dit dans une lettre donc, de Heisenberg à Pauli. Plus je réfléchis au contenu physique de la théorie de Schrödinger, plus je la trouve répugnante. Ce que Schrödinger écrit sur la meilleure visibilité de sa théorie, je le considère comme étant digne de la poubelle. Retour, baiser du berger à la bergère. Le plus grand résultat de sa théorie est le calcul des éléments de matrice. Parce que ça, effectivement,
pour calculer les éléments de matrice dans la théorie d'Heisenberg, il faut se lever de bonne heure. On y arrive, mais c'est très compliqué. Alors qu'avec Schrödinger, il suffit de résoudre une équation différentielle du deuxième ordre dans l'espace et du premier ordre dans le temps. C'est beaucoup plus facile. Et surtout, on va montrer que ça, personne ne va comprendre, parce que c'est incroyable, mais que vous preniez des matrices infinies ou que vous preniez des ondes, vous obtenez exactement les mêmes fréquences pour l'atome d'hydrogène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une théorie pour décrire le monde, mais il y en a autant que vous voulez. Et un autre mathématicien, Paul Dirac, va dire, mais en fait, on a bien sûr la théorie des ondes de Schrödinger, on a la théorie des matrices d'Heisenberg, mais en fait, vous pouvez faire un mélange de ces deux théories avec un angle de mélange qui peut être ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous avez une infinité de théories pour la physique quantique. Et ça, c'est un petit peu nouveau, parce qu'on avait pris l'habitude, jusqu'au 19e siècle, de dire, bah non, il y a une théorie, il n'y en a pas d'autre. Là, avec la physique quantique, pour la première fois, on va s'apercevoir que pour expliquer des phénomènes expérimentaux, on peut avoir des tas de théories qui se valent toutes sur le plan théorique, parce qu'elles donnent toutes les mêmes résultats par rapport à l'expérience, telle qu'on la dispose à une certaine époque. Voilà, donc on va arrêter là pour cette vidéo, et la prochaine fois, je vous montrerai une autre conséquence qui, elle, est extrêmement importante, qui est donc le principe d'indétermination.